tous, salut à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo à la découverte de la vérité, encore et toujours. Hein. Mais tout d'abord, je tenais à vous souhaiter un joyeux Noël. C'est aujourd'hui, c'est le jour où les familles se réunissent autour de repas de famille, avec des bons petits plats et de la convivialité. Tout ce que je vous souhaite. Comme je vous l'avais dit, avant de revenir à la Renaissance, restons un peu dans le Moyen-Âge. Nous avions parlé la dernière fois de Jeanne d'Arc et de la vérité sur son histoire. Partons à la découverte d'une autre légende médiévale, celle du roi Arthur. Le roi Arthur et les chevaliers de la table ronde, héros littéraires du cycle arthurien dont le succès a été immense dès le Moyen-Âge. Le roi Arthur brasse des quantités de mythes. Roi, chevalier, défenseur de son royaume contre les Saxons, comme Jeanne d'Arc, propriétaire de la légendaire épée d'Excalibur, protégé de l'enchanteur Merlin. Il est aussi le fruit d'un adultère, un mari trompé, un ami trahi et un frère incestueux. Une figure héroïque et tragique du Moyen-Âge. Posons-nous la question aujourd'hui, Arthur a-t-il vraiment existé? Ce mythe est-il vrai ou ce n'est qu'une histoire inventée pour redonner confiance à la France ou à d'autres figures emblématiques? Nous allons vite le découvrir. Mais qui est ce fameux Arthur dont tout le monde parle? Je suis sûr que vous connaissez déjà son histoire, ou les grandes lignes, mais ça ne fait jamais de mal de se rafraîchir un peu les idées. Arthur est le fils du roi Uther Pendragon et de la dame Hygerne, veuve du duc garlois de Cornouailles. D'après certaines légendes, après avoir été mise à la tête d'un pays unifié par son père, qui avait une réputation assez cruelle, il a épousé la fameuse dame Guenevere, connue pour sa beauté, fille de Léodagan, roi de Carmélidée. D'après la croyance populaire, il aurait été élevé hors de sa famille jusqu'à ce qu'il retire d'un rocher une épée, Excalibur, qui le désignait comme étant le roi légendaire qui sauverait la Bretagne. Sous son égide, des chevaliers braves et vaillants se retrouvent autour d'une table ronde, symbolisant leur égalité, chargés de partir en quête d'un objet sacré que l'on appela le Saint Graal. C'est la quête du Graal. Arthur a-t-il vraiment existé? Il arrive souvent que nos légendes soient fondées à partir de vies de personnes réelles, pour donner de l'espoir au peuple dans une époque de misère, d'instabilité, comme la légende de Jeanne d'Arc qui a été ressuscitée en 1945. Ils se sont vus conférer une aura magique et mystérieuse. Dans le cas d'Arthur, il est un peu compliqué de savoir s'il a vraiment existé ou pas, car les allusions à son existence avant les romans, poèmes et autres gestes sont plutôt nébuleuses et suscitent quelques questions, voire interrogations. Arthur serait un obscur chef de clan, ou roi de Bretagne, qui aurait lutté pour sauver son pays qui a été envahi par les Saxons. Son pays est la France, bien évidemment. Qu'il soit réel ou surnaturel, les premières allusions à ce fameux roi sont tirées de textes gallois, l'Historia Britannicum. Si l'on évoque Arthur dans les écrits gallois, c'est avant tout pour une chose, dans le but de faire de la propagande. En effet, les Bretons sont assaillis de toutes parts. Ils ont besoin d'une école forte qui leur permettra de tenir un coup. C'est là que la figure d'Arthur, le roi gravement blessé qui serait destiné à revenir sauver son peuple d'un grand danger imminent, intervient. Mais le texte dont les légendes arthuriennes s'inspirent serait un ouvrage écrit par un évêque érudit du nom de Geoffroy de Monmouth. C'est surtout au travers des légendes créées de toutes pièces et inventées par de nombreux écrivains et poètes qu'Arthur a obtenu ses lettres de noblesse. Roi qui se retrouve à cheval entre la religion chrétienne et ancienne croyance païenne, qui est-il véritablement au final? Nous allons tenter d'y voir plus clair. Une biographie. Faire une biographie historique de Arthur est impossible car il est trop inconnu, ce personnage. Mais en faire une biographie légendaire n'est pas pour autant facile, tant il y a de personnages qui ont inspiré des contes, des histoires ou des fables.
En réunissant les œuvres majeures de sa légende et du cycle arthurien, mais également celles de la quête du Graal, nous pouvons essayer de faire une biographie. En se basant sur ça, Arthur serait le fils du roi breton Uther Pendragon, comme je vous l'ai dit, et de la femme de l'un de ses vassaux, Ygerne ou Ygraine. Un stratagème de Merlin l'Enchanteur aurait permis à Uther de prendre l'apparence du duc de Cornouailles. Arthur, né de Tangagel et en tant que fils illégitime, il est caché par Merlin qui le confie un petit noble. À sa majorité, alors que son père est mort depuis longtemps, tué au combat, on n'en sait rien, empoisonné peut-être, on ne sait rien sur sa mort. Arthur est reconnu roi légitime des Bretons en parvenant à libérer l'épée d'Excalibur, ou Calibrumus, du roc dans lequel Uther l'avait planté. Certains barons contestent néanmoins la légitimité et le roi Arthur passe les premières années de son règne à les combattre. Il faut retenir une phrase que dit le Puy du Fou généralement, c'est « envie et avidité ne sont pas de chevalerie ». Il commence à s'entourer de chevaliers, parmi lesquels l'un des plus illustres de ceux qui va devenir la table ronde, son neveu Gauvin, allié de Léodagan, roi de Carmélidée, Arthur va jusqu'à combattre en Gold et victorieux, il épouse Geneviève, fille de Léodagan. Commence une période de prospérité jusqu'à ce que Lancelot du Lac, le premier chevalier du monde, arrive à la cour d'Arthur, à Camelot. Très vite, ami proche du roi, le jeune homme s'éprend de la reine Geneviève, avec lequel débute une relation d'adultère annonciatrice de la décadence du royaume. On parlait tout à l'heure d'un mari trompé. Geneviève est en train d'avoir une relation avec le légendaire chevalier. Arthur lui-même succombe à l'adultère, séduit par l'enchanteresse Camille. Les aventures de Lancelot permettent toutefois une réconciliation entre les deux amis, notamment quand le chevalier défait le félon Méléagant, qui se rend en Gaule pour punir Clodas, usurpateur du père de Lancelot, qui surtout a fait prisonnier Geneviève. Victorieux et la reine libérée, commence la quête du Graal à laquelle cependant ne participent pas Lancelot et Arthur, bien trop impurs face aux Gauvins. Perceval et autres Galahad, la mort Arthur. Le drame n'est cependant jamais très loin à la cour d'Arthur, et c'est encore la relation entre Geneviève et Lancelot qui aggrave les choses. Le roi trahi et recueilli par sa demi-sœur, la fée Morgane, qui vit dans la forêt de Brocéliande. Les versions divergent alors. Ce serait elle ou leur autre sœur Morgause qui serait la mère du fils d'Arthur, Mordred. Quoi qu'il en soit, Arthur se sent bien coupable d'un inceste et engendre celui qui va causer sa perte. De retour à Camelot, il doit défendre l'honneur de sa reine, accusée de tentative d'empoisonnement par Mador de la Porte. Un chevalier déguisé, en fait, c'était Lancelot, se fait le champion de Geneviève et l'honneur de cette dernière est sauvé. Un temps seulement, puisqu'elle retombe dans le péché avec son co-chevalier. C'en est trop pour Arthur qui condamne sa femme au bûcher. Elle est une nouvelle fois sauvée par Lancelot. Le combat entre les deux amis se finit par la victoire de Lancelot qui lui épargne le roi pour une énième réconciliation. Le meilleur chevalier du roi disparaît et Arthur, qui va pardonner aussi à sa reine, décide alors de reprendre sa conquête en Gaule et confie son royaume au fils de Morgane, ou Morgause, Mordred. Mauvaise idée. Son neveu-fils prend goût au pouvoir et surtout à Geneviève, qu'il finit par molester.
Arthur revient en Bretagne et affronte Mordred à la bataille de Camlan ou de Salisbury. Père et fils s'entretuent et la plupart des chevaliers de la table ronde trépassent également. Avant de mourir, le roi ordonne à l'un des survivants, Girflé, de jeter Excalibur dans un lac tout proche. Une main féminine, celle de la dame du lac qui avait élevé Lancelot, récupère l'épée. Entre-temps, Morgane a emporté le corps d'Arthur sur l'île d'Avalon. Devenu héros populaire du Moyen-Âge, Arthur est aussi un enjeu politique. L'exemple le plus fameux est sa récupération par le roi d'Angleterre Henri II Plantagenet à la fin du XIIe siècle. Profitant de la popularité de la légende arthurienne, Henri II s'arrange avec les moines bénédictins et de l'abbaye de Glastonbury pour que ces derniers découvrent la tombe du roi. Cette mise à jour opportune permet à la célèbre abbaye de s'affirmer face à Cantorbéry et même de déclarer lieu de la légende île Avalon. Quant au roi d'Angleterre, il fait coup double. Il tue définitivement Arthur, fierté des Gaulois, encore prompt à l'insoumission à son trône, et récupère sa légende à son propre profit en intégrant le roi des Bretons à l'histoire des rois d'Angleterre, se posant ainsi comme l'un des successeurs d'Arthur. Usurpation d'identité il y a donc. La légende du roi Arthur. Les débats sur la réalité historique de l'existence d'Arthur n'ont jamais vraiment cessé. Pour certains historiens, il était un général romain du IIe siècle, mais pour la majorité, il aurait été un chef de guerre qui vécut dans le contexte de guerre entre les Bretons et les Saxons pendant le XIe siècle. Si la figure d'Arthur n'apparaît vraiment qu'au XIIe siècle, dans l'histoire des rois de Bretagne de Geoffroy de Monmouth, il existe quelques indices dans des sources plus anciennes. Alors que le chroniqueur Gildas de Bède, le Vénérable, raconte les événements auxquels Arthur aurait participé, mais sans mentionner son nom, c'est Nennis dans son Historia Britannicus, début du VIe siècle, qui évoque un Dux Bolton nommé Arthur. En gros, le duc Arthur, victorieux des Saxons à la bataille du Mont Madon. Au Ve siècle, les Annales font le récit de 2 batailles auxquelles aurait participé Arthur. La question est, est-ce que c'est vrai ça? Ça me paraît bien bizarre. Donc celle de Camlan en 539, où il serait mort avec certains Mordred. On peut ajouter à ces sources des légendes galloises du XVIIe siècle, du 7e siècle, excusez-moi, où l'on croise un Arthur parfois brave, parfois tyrannique, marié à une jeune vieille et entouré de compagnons parmi lesquels Kai ou Guy ou Que. Dans ces légendes également, Arthur a bien arrêté les Saxons. Au XVIIe siècle, outre Geoffroy de Monmouth, qui est au service d'Henri II Plantagenet, on peut citer Guillaume de Malmesbury. Il s'est fait des rois d'Angleterre vers 1125 ouais, qui fait Arthur un roi courageux, défenseur de la chrétienté face au paganisme. L'œuvre de Monmouth est ensuite prolongée par le roman de Brut, du Normand Oise. Si le chroniqueur et les principes de l'époque ne remettent pas en question l'existence d'Arthur, et ce au moins jusqu'à Édouard V, les œuvres dans lesquelles il est cité ne peuvent évidemment pas être considérées comme des preuves fiables de son existence. Ces chroniques sont un instrument poétique, en particulier sous les Plantagenet, pour inscrire les rois d'Angleterre dans la lignée des Troyens de Brutus, fils d'aîné
Dans le contexte de la rivalité avec les Capétiens, qui revendique aussi un héritage troyen, le personnage d'Arthur, pourtant d'origine celtique, est intégré lui-même à cette tradition par Geoffroy de Monmouth et ses successeurs anglais de Normande. Parlons maintenant du thème principal de cette vidéo, le mythe d'Arthur, de la table ronde et du Graal. Merlin, conseiller du roi, use de la magie pour que naisse Arthur, futur roi de la Grande ou Petite-Bretagne. Après avoir extrait l'épée d'Excalibur de son forceau de pierre, Arthur fonde la table ronde et lance ses chevaliers dans l'aventure du Graal. Parmi les chevaliers qui partirent à sa recherche, on retrouve Gauvin, Perceval et surtout le Breton continental Lancelot du Lac, ainsi nommé parce qu'il a été élevé par Viviane, fée des eaux et dame du lac. La passion de Lancelot, pourtant le meilleur des chevaliers, pour la reine Geneviève, le rend indigne de trouver le Graal. Avidité et envie ne sont pas de chevalerie. Perceval, son écuyer, apercevra la lumière du Graal, mais ne saura pas poser la question qui aurait permis d'en percer le secret. Galad, le fils de Lancelot, en aura la révélation au Milan mourra. Après avoir unifié son royaume, Arthur épouse Geneviève, fille du roi Léodogan de Garmélie, et crée la fraternité de la table ronde, autour de laquelle se réunit le meilleur de la chevalerie. Les preux chevaliers partagent leur vie entre la cour d'Arthur et la solitude sur les chemins périlleux de l'aventure. Ils font promesse de ne se dérober à aucun des dangers ou des enchantements qui présentent en eux. Devant eux, je veux le dire. La plus fascinante de leurs aventures s'ordonne autour de la quête du Graal, une coupe sacrée et mystérieuse, porteuse de tous les bienfaits du monde. De cette coupe, on a souvent prétendu qu'elle avait recueilli du sang du Christ. Mais la civilisation chrétienne, dans son approche ésotérique, ne saurait se prévaloir d'aucune paternité sur un symbolisme que l'on retrouve tant en Occident, sous forme celtique qu'en Orient. Après avoir unifié son royaume, Arthur épouse la fille de l'épreuve. C'est donc assez logiquement qu'il est intégré au début du XVe siècle parmi les 9 preux. Ce sont des personnages héroïques assemblés par Jacques Longuillon, un écrivain lorrain, dans son roman d'Alexandre. Hector, Alexandre, César, Josué, David, Judas, Machalé, Arthur, Charlemagne, Geoffroy et Bouillon. Le roi légendaire apparaît ainsi parmi le proche chrétien et se développe alors une riche iconographie durant le XVe siècle et les suivants. On peut citer les enluminures du livre de Chevalier errant de Thomas de Celsus de 1395. Les peintures murales du château de la Manta dans les Piémonts dans les années 1415 et 1430, des tapisseries appartenant à Louis d'Anjou, Charles V et Philippe de Bon, ou encore des médaillons en émail, Au XVIe siècle, la présence d'Arthur au sein des 9 preux contribue presque autant à sa prospérité que le succès des légendes arthuriennes et des œuvres chrétiennes de Troie. La popularité d'Arthur s'étend bientôt à toute l'Europe médiévale, dépassant largement la France et l'Angleterre, pour atteindre autant la Norvège que l'Italie ou l'Allemagne. Popularisée qui dure jusqu'à nos jours, principalement à travers l'œuvre chrétienne de Troie, mais plus encore de Thomas Malroy et son morte d'Arthur. Donc John Boorman, s'inspire largement dans son film Excalibur de 1981, qui reste aujourd'hui encore la référence cinématographique sur ce sujet. Comment parler de Arthur et de la légende arthurienne sans passer par le château de Compère? Au cœur de la forêt de Brocéliande, dans un site chargé d'histoire de légendes, au château de Compère se trouve aujourd'hui le centre de l'imaginaire arthurien. Un lieu magique où
par la volonté de quelques passionnés, vit encore la légende d'Arthur. Le centre s'est donné pour vocation d'honorer les œuvres modernes et anciennes consacrées à la légende de la table ronde et d'en favoriser la diffusion auprès du public. Le château de Quimper, en Brocéliande, est aujourd'hui un lieu de mémoire extraordinaire, un réservoir d'images et de références indispensables, un endroit où la présence des aventuriers du Graal semble presque réelle. Les légendes arthuriennes sont un monde plus qu'un homme. On a l'impression que tout ceci est un peu irréaliste. Quand on évoque ces légendes, on n'imagine pas qu'un seul homme, mais tout un petit monde qui gravite autour de ce roi. En effet, sa femme, ses chevaliers, son enchanteur ont développé des vies, des histoires personnelles. En effet, leurs récits sont assez fournis en intriguant pour faire des histoires qui suffisent à elles-mêmes. Dans l'autre légende, on aura plus de mal à étoffer et prendre de la matière pour créer un autre angle de vue. D'ailleurs, il arrive souvent que l'on réalise des films, séries ou autres dessins animés sur des personnages secondaires, tels que Lancelot, Camelot ou autres, qui ont marqué des dessins et de la vie du roi, et que lui-même ne fasse plus partie de la toile de fond de l'intrigue. Réunissez le simple rôle de souverain, un pauvre roi oublié, mais qui a marqué l'histoire. Lorsqu'on parle souvent de Arthur, on parle aussi de celui qui lui a donné vie, celui qui est dans beaucoup d'histoires. Merlin, son mentor, son guide. Lorsqu'on parle de notre roi de Camelot, un nom revient lié à lui pour toujours, Merlin l'enchanteur. S'il est antérieur à la légende, sorte de druide fou qui s'est doté de pouvoirs, qui peut changer de forme, qui a une grande intelligence ainsi que d'une grande connaissance de la nature des animaux, il va être intégré plus tard à la légende du roi Arthur. On le décrit comme étant le fils d'une humaine et d'un démon, et l'instigateur de la naissance d'Arthur. Il fera tout pour que la prophétie selon laquelle le sauveur de Bretagne va venir au monde se réalise. Au début, plus érudit qu'adepte de la magie, Merlin a fini par acquérir un statut d'enchanteur et de magicien, contribuant à apporter une touche de plus en plus féerique à la légende. On lui prête aussi une histoire d'amour avec une belle fée Viviane, qui finira, dans certaines légendes, par l'enfermer avec l'un des sorts qu'il lui avait lui-même enseigné. La magie se retourne contre Merlin dans certaines légendes. L'histoire d'amour pur et tragique dans cette légende. Comme je l'ai évoqué plus haut, l'un des thèmes qui fascine le plus dans cette légende est le triangle amoureux que forment Arthur, Geneviève et Lancelot. Cet amour contrarié hors mariage, pur et coupable, a alimenté bien des imaginations. En effet, la belle reine Geneviève, obtenue un peu par la force à cause d'un traité de paix avec Caramélidée, et dont le prix était la fille du roi vaincu, ne va pas lui être vraiment fidèle, car le beau Lancelot du lac, le plus loyal des chevaliers d'Arthur, va s'éprendre de la belle et réciproquement dans un amour interdit et muet, empreint d'une petite touche de trahison et de culpabilité. Rien de plus croustillant et de fascinant qu'un amour contrarié, surtout dans des créations de l'époque de l'amour courtois où chevaliers et nobles pouvaient déclamer leur amour au travers de poésies dédiées à la belle de leur cœur. Toute cette histoire a bien entendu évolué jusqu'à nos jours, et il arrive que la jeune et belle reine se laisse tenter par le fruit défendu et s'enfuit avec l'élu de son cœur, avec la bénédiction
ou non d'Arthur. L'amour change, l'époque change. Mordred, Morgane et Méléagant, des antagonistes légendaires. Arthur est un personnage très connu, mais n'oublions pas que ces antagonistes ont permis de lui offrir aussi la célébrité. Sans aventure et méchants à vaincre, point de gloire. Ainsi, voit-on émerger des personnages qui vont lui tenir tête et lui permettre de se distinguer. La fée Morgane et sa demi-sœur, fille d'Igerne, et si au début elle est l'alliée de son frère, elle va devenir le personnage antagoniste à partir des livres de Chrétien de Troyes. Guérisseuse, enchanteresse, fée, elle endosse tout à tour différentes casquettes. Morgane est souvent confondue, voire fusionnée avec Morgause, qui est, elle, fille du terre Pendragon et épouse du roi Los. Elle a également souvent le rôle de celle qui ramène le corps blessé ou sans vie du roi dans la légendaire île d'Avalon, où il repose depuis ce jour. Elle serait aussi la mère de Mordred, un nom que vous avez sûrement déjà entendu par rapport à Arthur. Mordred est reconnu comme étant le fils incestueux de Morgane Morgause et d'Arthur. Il est le traître, celui qui possède un caractère vil et mensonger. Suite à ses actes répréhensibles et terribles, il sera chassé de l'ordre de la table ronde et soulèvera une armée mortellement blessée. Contre son oncle, il sera chassé de l'ordre de la table ronde et soulèvera une armée contre son oncle, qui est son père, et mourra après avoir mortellement blessé le roi de Bretagne. Méléagant est aussi l'un des personnages qui affrontent Arthur. Il rêvait plusieurs visages au fils des œuvres. Roi, membre de la table ronde, traître, on lui prête souvent l'enlèvement de la reine Guinevere. Il a été longtemps oublié pour être remis sur le devant de la scène par la série Camelot. La légende du roi Arthur est une légende qui a alimenté la culture populaire. C'est ainsi que, fascinés par l'histoire d'Arthur, de nombreux auteurs ont voulu se pencher sur ce mythe. Que ce soit des films, des séries télévisées, des jeux vidéo ou encore des romans, la légende d'Arthur, de l'épée d'Excalibur, des chevaliers de la table ronde enflamme bien les imaginations de nos écrivains ou poètes. Arthur est tantôt un roi désespéré par ses chevaliers, au QI d'huître dans Camelot, tantôt un roi longtemps endormi qui se réveille en l'an 3000 pour affronter des extraterrestres dans le comics Camelot 3000. Il devient un rôle secondaire dans Les Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley et laisse le rôle tir à la demi-sœur de Morgane. Il est un roi vieilli et fatigué. Dans le film de Lancelot, le premier chevalier ne peut rien faire face à la jeune Guinevere et de Lancelot. On peut également se marrer comme des baleines devant le film humoriste Sacré Graal des Monty Python. La série TV Merlin nous offre sa vision d'un jeune sorcier qui découvre ses pouvoirs et aide de jeunes princes puis roi Arthur à réaliser sa destinée. On voit aussi souvent la légende adaptée en jeu vidéo, comme par exemple le Fat Stay Night ou encore dans les Tears to Yara. Tous les supports se sont un jour ou l'autre inspirés de cette manne. Il y a même une comédie musicale, la légende du roi Arthur, qui met en scène nos héros pour le meilleur et pour le pire. Comme vous pouvez le voir, tout est permis. Tout se fait dans le plus grand respect des légendes, dans l'humour ou même dans les interprétations. Toute personnelle est sortie encore il y a peu d'une adaptation de Guy Ritchie, où Arthur est un jeune homme vivant dans la rue qui va retirer d'un rocher une petite épée magique, ou plutôt ensorcelée, on pourrait dire, qui lui
confièrent la puissant pouvoir. Il va finir par rejoindre une certaine Geneviève dans la résistance qui s'organise contre le roi Vortigern, qui semble avoir décimé la famille avant de s'asseoir sur son trône. On retrouve véritablement la base de la légende du roi Arthur. Vraiment. Pourquoi cette légende a une telle pérennité dans le temps? Oui, au final, pourquoi cette légende est-elle si populaire et reprise? Mais parce qu'elle façonne l'aventure, la réalité de prophétie. Elle mélange les preux chevaliers engagés dans une quête impossible et mythique qui font travailler l'imaginaire et s'enflamme l'esprit. Elle nous transporte dans le monde médiéval qui a plutôt le vent poupe en ce moment et empreint de magie où on a parfois Excalibur et le Graal pour apporter une touche magique avec Merlin et de sombres machinations. Une épée magique dotée de pouvoirs prodigieux vient même ajouter une touche de grande légitimité à notre roi de Camelot. L'image d'Arthur a de plus en plus évolué au cours du temps. Celle de roi guerrier à celle du roi équitable, bienveillant et noble, défenseur de la veuve et de l'orphelin. Toutes les caractéristiques qui font le héros digne d'admiration. Les intrigues qui se trament sont dramatiques, amoureuses, pleines de rivalité entre amis, frères et sœurs, parents et enfants. Tout un maelstrom d'émotions et de relations qui s'en mêlent de se mêler. Je ne sais pas pour vous, mais c'est un extrait de Cocktail qu'il faut me happer et me transporter dans ce monde foisonnant. Vous l'aurez compris, les légendes arthuriennes sont une source d'inspiration inespérée pour de nombreux auteurs. Il y a fort à parier que cet univers froissant va être encore et encore à la base de nombreuses adaptations et on en redemande une histoire fantastique. Oui, voilà les bons ingrédients pour un bon mix. Les chrétiens de Troie, on en parle, mais on sait que c'est eux qui ont popularisé la légende. Vers le XIIe siècle, un certain chrétien de Troie, protégé de la reine Aliénor d'Aquitaine, va se pencher sur le cas de notre roi et écrire plusieurs poèmes et romans sur notre bon souverain de Camelot. Il va d'ailleurs ajouter sa petite touche personnelle, puisqu'il va lui créer des compars que nous connaissons bien, Lancelot du Lac, Lancelot le chevalier de Charette, Yvain ou Yvain, ou le chevalier au lion, Perceval ou le comte du Graal, qu'il n'achèvera pas car il ne pourra pas le faire parce qu'il va mourir au cours de sa rédaction. Comme vous avez pu le lire juste au-dessus, j'y parlais du Graal et bien. Il n'avait jamais été évoqué auparavant, et notre ami va ajouter la petite touche chrétienne à sa sauce en y incorporant la fameuse quête consistante à le retrouver. Et comme il n'y a jamais achevé son œuvre, ce mythe a pu se développer en toute liberté, selon les inspirations et les envies des successeurs. En outre, nous aurons droit également à la petite touche d'amour courtois, ou fin à mort, qui était alors en vogue à l'époque. Ainsi, la belle reine Geneviève et beau Lancelot du Lac en resteront à se garder un chien de fiançailles, bavant d'envie l'un sur l'autre, tout en restant toujours dignes et purs, ne trompant Arthur que par les sentiments et non l'acte. Je tiens à préciser cependant pour la petite histoire que l'amour courtois n'est pas forcément platonique. Il est arrivé que la belle et le beau chevalier finissent par s'adonner et à des joutes plus physiques que verbales. Bref. Je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo. J'espère vous revoir très vite sur ma chaîne. Abonnez-vous, lâchez le like et on se retrouve très bientôt. Si nous ne nous retrouvons pas avant 2023, je tiens à vous adresser mes plus grands vœux pour cette nouvelle année. Et encore merci, joyeux Noël. Merci pour cette année.